Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire du C2RP où on continue donc sur la thématique du formateur. On accueille donc aujourd'hui Philippe Lacroix de la société Bonjour. Ildi et non pas Philippe Ildi. Bonjour Philippe. Euh, Bonjour. donc moi je suis Sylvie Devenel et puis donc chef de projet innovation au C2RP et donc je vous accompagne tout au long de ce webinaire. Vous avez donc sur la partie à droite, donc comme certains l'ont déjà vu, donc l'onglet questions, vous pouvez intervenir tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas. Voilà, on fait le relais avec les questions, que ce soit Philippe ou moi, on essaye en tout cas de toujours apporter une réponse au long de cette séance. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore donc le C2RP et ses missions, observer, accompagner, collecter, informer. On est donc l'interlocuteur des organismes de formation de la région Hauts-de-France, mais aussi des structures d'accompagnement et d'insertion. On collecte l'offre de formation au niveau régional et on la redistribue donc au niveau national. Nous avons aussi, donc, par l'observation, un certain nombre d'enquêtes et d'études qui sont faites sur justement l'emploi et la formation dans les Hauts-de-France. Donc, je vous ai remis je dirais le slide pour avoir accès à la playlist de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre en 2021, donc notamment sur le langage pédago-numérique, les LMS, le blended learning. Vous avez donc aussi un accès à la page dédiée de l'innovation. Vous avez notamment un Scoopit qui vous permet de faire une recherche ciblée avec des filtres. Et puis, le programme 2022 pour vous réinscrire, donc vous inscrire aux sessions suivantes. Donc, ce webinaire, on le fait grâce aussi à l'équipe de professionnalisation du C2RP que je remercie et qui assure donc toute la dimension technique. Et d'ailleurs, c'est eux qui vous répondent lorsque vous avez un problème technique. Simplement, je précise donc que si vous avez des difficultés de son, la première des choses, c'est de se déconnecter, se reconnecter. Privilégiez plutôt le navigateur Chrome. Et puis, si ça ne fonctionne toujours pas, c'est d'envoyer un petit mail justement, de mettre une question et le service technique vous répondra. Voilà, Philippe, je vous laisse la parole pour continuer, donc pour animer ce séminaire, ce webinaire, pardon. Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je, je suis ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière au webinaire et bonjour à ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. On est ensemble pendant 45 minutes à peu près et on va faire suite au webinaire de la semaine dernière et je vais vous parler de tout ça en vous projetant quelques petits supports. Voilà. Hop. Ça, c'est moi. Et avant de démarrer, je vais vous demander d'utiliser le petit onglet questions pour me dire de quelle humeur vous êtes. La semaine dernière, tout le monde avait plutôt bonne humeur. Donc, dites-moi dans le petit onglet questions, quelle est votre humeur? Moi, je vous ai mis la mienne. Parce qu'on ne se voit pas. Alors, c'est dommage. Enfin, vous nous voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, comme ça, je peux vous imaginer et c'est toujours plus agréable de savoir à qui on s'adresse. Excellente humeur, tout va bien. Isabelle a un grand sourire. Oh, tout va bien, je suis dans mon lit. Tout va bien, bonne humeur, super. Curieuse. Ah, j'espère que vous satisferez votre curiosité, Séverine. Euh, Patricia a un grand sourire aussi. Bon, super. Très bien. Ben, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? Alors, il y a eu une petite activité intercession entre la semaine dernière. On va démarrer par ça. Et on est aujourd'hui ensemble pour parler de la place du formateur dans les activités digitales. Il y a quatre petites choses qu'on va voir. On va regarder ce que vous nous avez proposé et je reviendrai sur le petit challenge que je vous avais donné dans vos propositions intercession.
On va parler des stratégies pédagogiques en formation et puis on poursuivra par quelles activités possibles on peut avoir par rapport à ces stratégies pédagogiques et quelle place on donne aux formateurs dans les activités synchrones et asynchrones. Voilà. Alors, je vais commencer par vos propositions intercession. Je vais vous les présenter parce que c'était assez chouette. Le challenge était de me soumettre, sous la forme que vous vouliez, une activité pédagogique permettant de réussir la chantilly. Alors, la chantilly, c'est rien de plus simple à faire. 2 ingrédients, 2 ustensiles, en 5 minutes c'est fait, inratable. Sauf que la difficulté en formation, c'est que quand on apprend quelque chose qui nous paraît simple, euh, on occulte souvent les difficultés du débutant. Et le challenge que je vous ai lancé, c'est réussir la chantilly. Et on sait très bien que même si on fait par exemple une petite session de formation en 5 minutes, qu'on montre comment faire la chantilly, qu'on explique tout, eh ben on a forcément peut-être le soir, quand les gens essaient de refaire dans leur cuisine, quelques échecs. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos activités pédagogiques pour limiter ces échecs? Alors, je vais vous montrer les propositions qui ont été faites, toutes très intéressantes. Et en plus, on pourrait penser qu'il y a eu connivence parce que elles apportent des éclairages à ce qu'on va développer par la suite. Alors, propositions, je les ai mis dans l'ordre dans lesquelles je les ai reçues. On a reçu 5, avec un bonus, vous verrez, d'une 6e. Une carte mentale, très bonne représentation d'une organisation hiérarchique et structurée. On avait parlé la semaine dernière des représentations mentales. Les cartes mentales permettent de structurer une représentation mentale. C'est intéressant. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les cartes mentales, d'autres qui préfèrent le texte parce que c'est linéaire et donc on n'a pas de problème à savoir dans quel ordre on doit découvrir les choses. Mais les cartes mentales ont l'avantage, en plus celle-ci est illustrée, voilà. Donc, merci pour cette contribution, parce qu'il y a l'essentiel. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je vais vous montrer la deuxième dans l'ordre de réception. Vous pouvez grossir un petit peu si vous voulez pour voir. C'est un petit texte. Comment réussir une chantilly? Voilà, dans la salle de cours s'il est en présentiel. Si la distance, le formateur est filmé. Une fois qu'on a regardé la vidéo ou qu'on a montré, on corrige si besoin sous forme de commentaires, audio par exemple. Voilà, court, simple, bon appétit, merci. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition qui a été faite? Alors, ici, on a une proposition sur une fiche avec un petit visuel et une mise en forme assez sympa, donc ça donne envie de regarder ça. Il n'y a, pas d'ordre de préférence, hein, c'est chronologique de réception. Donc, on a quelque chose de détaillé, les ingrédients, les ustensiles, et puis le pas à pas, avec en plus les astuces qui sont données. Donc, il y a l'instruction de base, et puis le petit plus pour ceux qui veulent aller plus loin, avec à la fin, si le fouet tient verticalement, la chantilly est ferme et va bien. Donc, une petite fiche super simple. Je ne me permets pas de corriger la procédure, je pense qu'elle est bonne, hein. Je ne suis pas un spécialiste de la chantilly, mais ce qui a été proposé est intéressant. Alors là, c'est une proposition un petit peu plus détaillée, hein. Oui, ça tient sur 2 pages, euh, avec la préparation, le matériel plus détaillé, et étape par étape, avec pour le formateur des instructions. Voilà, avez-vous déjà réalisé une crêpe chantilly? Si oui, était-elle réussie? Si elle n'était pas, pour quelle raison? Notez les réponses au paperboard. Extrêmement intéressant de demander à la fois aux participants d'apporter leur contribution et surtout d'apporter leur contribution sur leurs erreurs, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà. Donc ça, c'était le point sur lequel je voulais revenir et on en reparlera. C'est hyper intéressant. Et puis après, il y a la recette. Et puis la dernière, l'étape 6, l'antépénultième, qui demande à chaque participant de donner son avis sur la réalisation. Un feedback des participants sur l'activité pédagogique, super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette démarche. Donc, c'est assez chouette. Euh, alors, tac, j'ai celle-ci. Comment réussir la chantilly de Sophie.
avec pareil la partie explication et brainstorming, l'animation avec le jeu des 7 erreurs. Et j'adore ça, le jeu des 7 erreurs quand vous pouvez le faire en formation, demander aux gens d'imaginer ce qui leur permettra de ne pas réussir, puisque en plus le challenge que je vous ai fait, c'est comment réussir la chantilly. Pour réussir la chantilly, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire les erreurs qui font que ça ne marche pas. Les instructions pour comprendre comment faire la chantilly sont tellement simples que la difficulté pour le formateur, c'est pas de faire comprendre ce qui est très simple, c'est de faire appréhender les façons de se planter. Donc voilà, c'est soit on laisse les gens faire et on fait un bilan à la fin de tout ce qui n'a pas marché et puis on fait un feedback et on commente, ou soit on demande aux personnes d'y réfléchir au préalable. Voilà, puis après avoir débriefé sur les 7 erreurs, très intéressant, on reprend part en méthode magistrale. Et puis, la dernière contribution, le petit bonus. Voilà, Chantal nous a proposé une alternative à la crème chantilly. Alors, je passe rapidement parce que c'est un petit clin d'œil. Chantal, visiblement, avait un petit travail manuel à faire le jour où elle a pensé à sa deuxième contribution sur la chantilly. Et c'est une réalisation. Puis, il y a une question pour tout le monde à la fin. Donc, il y a une procédure pour faire ces trucs. Voilà. Enfin, monter sa chantilly. Et la question, c'est à quoi cette chantilly va servir? Donc, je ne sais pas si vous avez une idée en regardant ce visuel. Vous pouvez le mettre dans la question. Sinon, je peux demander à Chantal de donner son explication dans la question, de dire qu'est-ce que c'est que cette chantilly? Si Chantal est là aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas 15 minutes de séchage et 2 heures et quart. Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé ce que c'était. Entarter le formateur. Alors, je ne sais pas si Chantal est là aujourd'hui. Mais bon, c'était visiblement une meringue avec forme. Voilà. C'était un petit joke sur la chantilly, quelque chose, non, un travaux manuel. Euh, c'est certainement reproduire un visage par moulage, effectivement. Et ça doit être le support qui est utilisé. Voilà. Effectivement, Chantal Alors, n'est pas là aujourd'hui, Chantal n'est pas là. oui, elle verra le replay. Elle s'est inscrite pour avoir le replay, donc elle verra qu'on a parlé de sa Ok. présentation. Très bien. Alors, voilà les petits feedbacks sur vos contributions. Merci beaucoup pour ceux qui sont là et qui ont contribué. Moi, ce que je voulais, c'était vous inciter à réfléchir à quelle meilleure activité pédagogique pour réussir quelque chose. Et c'était que vous ayez fait une contribution formelle, que vous y ayez réfléchi. Euh, c'était ça l'objectif, hein, de se projeter dans je conçois une activité pédagogique dans laquelle je veux non pas que les gens comprennent, non pas que les gens assimilent, que les gens aient les moyens de réussir quelque chose. Alors, je vais vous proposer, pour ceux qui n'ont pas contribué, ou ceux qui n'ont pas eu, qui ont réfléchi mais qui n'ont pas formalisé quelque chose, ou ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, et je vous mets dans le petit onglet questions le lien pour me donner votre contribution. À quelle activité pédagogique vous pensez comme ça spontanément pour faire en sorte que des gens sachent réussir de la chantilly? Donc vous pouvez répondre sur WooClap. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, WooClap c'est un grand classique. Voilà, vous pouvez vous connecter avec votre navigateur ou flasher le QR code avec votre téléphone. WooClap, c'est une application très simple qui joue dans le navigateur ou qui joue sur téléphone. Vous pouvez ouvrir un deuxième onglet et puis taper le lien que je vous ai mis, wooclap.com/cr2p, et puis on est le 22 septembre, 22 09 22. Voilà. Alors, je vais projeter ce que vous êtes en train de me dire sur WooClap. Hop, partager l'écran. Voilà. La mise en pratique, la méthode TWI.
Je ne sais pas ce que c'est. Mise en situation pratique. Commencer par faire une crème râtée, analyser avec le groupe les raisons du ratage. Très bien. Une vidéo, merci. Reverbaliser. Un module. J'imagine un module e-learning fait avec un Geniali, PowerPoint, peu importe. Faire faire à quelqu'un qui a les yeux bandés. Ah, vous êtes joueur. Faire un tuto avec les apprenants. Intéressant de demander aux apprenants de construire eux-mêmes un tuto. C'est très bonne pratique. Hein, parce qu'en général, maintenant, on est plutôt dans le partage de la connaissance et du savoir plutôt que simplement dans la transmission. Et donc, amener les gens à réfléchir à la formalisation de leur savoir, c'est hyper intéressant. C'est l'ultime étape de l'apprentissage, être capable de repartager. Donc, excellente proposition. Intervention d'un cuisinier. Alors, moi, je suis toujours perplexe par rapport à l'ultra démonstration de l'ultra spécialiste parce que ça peut donner des complexes ou ça peut mettre la barre trop haut. Mais cependant, il peut y avoir des cuisiniers extrêmement pédagogues qui expliquent en super facilement et auquel cas la légitimité du cuisinier expert est une source d'engagement et de motivation. Et on a vu la semaine dernière que les émotions, c'était quelque chose, si vous avez regardé le replay du webinaire consacré aux neurosciences, les émotions et la légitimité et l'incarnation du sujet est un élément important. Activité muette. Alors, hop, à l'aide d'une infographie, une fois la recette réalisée, qu'est-ce que c'est? Ouais, très bien. Ben voilà. Sortir la patinoire pour comprendre l'influence du froid sur les ingrédients. Ouais. Évaluation formative. Qu'est-ce que vous aimez dans la chantilly? Très bien, super. Merci beaucoup pour vos propositions. Je vais revenir ici. Tac. Merci pour vos idées. C'est intéressant et ça me fait l'enchaînement sur quelle stratégie pédagogique on peut mettre en place en e-formation. Alors, il faut savoir que avant de démarrer ça, je reviendrai sur un point de vocabulaire. On parle en général en e-formation de formation à distance, qu'on met en opposition à formation en présentielle. Or, pour moi, je ne suis pas maître Capello, mais l'antonyme, l'opposé de présence, c'est absence, c'est pas distance. Donc, pour le formateur, quand on met en place une stratégie pédagogique de formation, e-formation, de formation à distance, c'est pas être à l'opposé de formation présentielle, c'est être présent à distance, avoir une action pédagogique quand on n'est pas proche ou quand on n'est même pas là. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut imaginer la stratégie pédagogique, c'est que l'effet qu'on a en tant que formateur en présence sur les apprenants, il faut essayer de recréer en e-formation à distance cet même effet sur les apprenants quand on est loin d'eux, voire quand on n'est pas là avec eux. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir en tête. Donc, je reviens sur l'exemple de la chantilly. Ce qu'on peut faire en activité pédagogique, historiquement, le plus simple, c'est la recette. Hein. J'ouvre le livre de cuisine et paf, et on donne une recette de cuisine en disant, ben, je pense qu'on a expliqué la bonne méthode, donc il n'y a aucune raison qu'en lisant la recette, on n'y arrive pas. Euh, Ça demande un gros effort et les chances de 100% de réussite sont assez dures à atteindre. Alors, dans les évolutions des modes de formation, ben on a plutôt l'esprit tuto maintenant, hein, où on illustre, on montre, on met des choses qui aident. On a toujours les instructions, elles sont peut-être un peu plus détaillées, elles s'adressent plus à l'apprenant, elles sont un peu moins euh, euh, magistrales. Euh, et puis, on a ce mode-là maintenant. Et pour ce mode, je vais vous projeter
une petite vidéo. Et vous allez essayer de me le commenter après dans la partie questions. Allez, vous allez voir, ça va vite, hein. Comment réussir une bonne chantilly? Avez-vous besoin de ces ingrédients? Non. La chantilly se fait sans crème épaisse, sans lait, sans œufs, sans sel. Vous n'avez besoin que de 2 ingrédients et 2 ustensiles. De la crème liquide entière, du sucre glace, un saladier et un batteur. Pour que votre chantilly soit réussi, il y a 2 choses très importantes. La crème, le saladier doivent être froids. Mettez-les quelques minutes au congélateur avant de vous en servir. Et la crème doit être entière, c'est-à-dire comporter du gras, car c'est le gras qui va faire prendre la chantilly. Mettez la crème dans le saladier et fouettez jusqu'à temps qu'elle mousse. Une fois que votre crème est mousseuse, vous pouvez ajouter le sucre. Sucrez selon votre goût. Battez à nouveau la crème jusqu'à temps qu'elle soit bien ferme. Pour réussir votre chantilly, vous avez besoin de sucre glace, d'un bon batteur, d'un saladier et de crème liquide entière que vous reconnaîtrez à son bouchon rouge, que vous aurez mis au congélateur quelques minutes pour qu'elle soit bien fraîche. Battez la crème, ajoutez le sucre, c'est terminé. Voilà, alors 1 minute 17, je vous remets le... Et en attendant, dites-moi dans les questions ce que vous en avez pensé, y compris si vous n'êtes pas d'accord et que vous trouvez ça pas terrible. Je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de vous montrer là par cet exemple. Quand je dis qu'on doit avoir le même effet en tant que formateur dans sa stratégie de formation à distance, c'est qu'on doit être... Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout et qu'on doit anticiper et qu'on doit donc inclure dans son scénario pédagogique, c'est l'observation des participants. En classe virtuelle, là, même là, je ne peux pas vous voir. Donc, il y a 2 choses qu'il faut essayer d'avoir. C'est un, s'adresser tout de même aux participants, ce que j'essaye de faire là dans la vidéo, et anticiper, parce qu'on ne sera pas là pour observer, les choses qui font que ça risque de ne pas fonctionner. Il y a 2 choses qui font qu'on peut rater la chantilly. Un, on n'a pas mis au frais. 2, on n'a pas de la crème liquide. On n'a pas mis au frais pour qu'il y ait une certaine texture et on n'a pas de crème entière, donc il n'y a pas de gras, et c'est le gras qui emprisonne l'air. Donc en fait, ce sur quoi il faut insister, c'est le froid. Je l'ai montré plusieurs fois, on l'a redit, et j'ai montré la photo du freezer avec le givre, donc ça c'est marquant, et expliquer pourquoi il faut la crème entière. Parce que c'est comme quand on apprend à conduire et qu'on dit quand vous vous arrêtez, il faut débrayer parce que sinon vous allez caler. Ok, d'accord, mais tu me demandes d'appuyer sur une pédale, mais pourquoi je devrais appuyer sur une pédale pour pas caler, quoi? Donc on explique pourquoi. Parce que la crème entière, elle a du gras et c'est le gras qui emprisonne l'air. Et quand on a dit ça, on n'a pas réglé la dernière source, qui est en général celle qui fait que ça marche pas, c'est que quand on ouvre son frigo et qu'on prend de la crème liquide, très souvent, c'est pas de la crème entière, parce que c'est madame qui fait les courses. Excusez-moi, c'est très gender ce que je dis là, je généralise. Et madame, elle prend de la crème allégée. Et la crème allégée, elle n'a pas de gras. Elle a un bouchon bleu. Alors on peut battre avec une crème froide pendant des heures et des heures, elle prendra jamais si le bouchon est bleu, parce qu'il n'y a pas de gras. Donc, si on n'explique pas ça et qu'on ne montre pas qu'il faut de la crème avec un bouchon rouge, c'est ça qui permet d'identifier qu'elle est entière, donc qu'elle a du gras, eh ben on a zappé, pourtant ça paraît évident hein, pour celui qui sait, choisir de la crème entière. Sauf que celui qui ne sait pas, celui qui fait la chantilly, quand il rentre chez lui dans le frigo ce soir, il prend la bouteille dans le frigo et ça ne marchera pas. C'est souvent madame aussi qui fait la chantilly, oui Carole. Voilà. Donc pour ça m'a pris à faire 5 minutes, parce que je sais le faire, mais j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé mon téléphone et c'est tout dans ma cuisine. C'est une séquence qui dure 1 minute 12. J'ai pris des photos, j'ai même pas filmé, hein, j'ai juste pris des photos. J'ai ajouté les photos dans Adobe Voice, c'est une petite application gratuite. Il y en a plein d'autres qui font ça. L'idée n'est pas de vous en vendre une, mais de vous dire c'est ultra simple.
et j'ai enregistré le commentaire sonore dessus. On peut le faire avec PowerPoint, on peut le faire avec n'importe quoi. Voilà, c'est super facile. Et ça, j'ai essayé d'être présent à distance et d'anticiper les observations que j'aurais pu avoir ou les questions qui ont été données, parce que je ne suis pas là pour réagir au moment où les gens consomment cette capsule pédagogique. Voilà, c'est ça que j'essayais de vous montrer avec ce petit exemple. Alors, Merci, il y a juste, ouais. mais pardon, juste, il y a quelques remarques sur justement le fait d'ajouter la voix, d'avoir le visuel. Sylvie qui remarque, qui dit bien, mais manque la démonstration. Voilà, c'est qui aurait ajouté peut-être voilà, la démonstration dans l'illustration. Tout à fait. Je voulais faire très court, donc je suis tout à fait d'accord. À la fin, il faudrait donner un exemple et le faire. Voilà, ajouter la démonstration. Il y a une notion de temps aussi, comme dit Séverine, intéressant de montrer ce dont on n'a pas besoin, l'information, les visuels, les différents canaux, le son, l'image, le fait de s'adresser à quelqu'un, d'ajouter la voix. Voilà, il y a eu plein de réponses à votre sollicitation. Voilà, oui, mais on évite le bruit. Oui. Ok, voilà. Oui, filmer un batteur, c'est difficile de filmer un batteur sans faire de bruit. Ok. Merci pour les commentaires. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc. Apprendre, c'est j'essaie de décomposer, se motiver, faire l'apprentissage en tant que tel, l'acquisition des savoirs, la constitution des connaissances, l'expérimentation, puis après obtenir de l'autonomie, faire une application réfléchie, jusqu'à une application réflexe où on a acquis des automatismes, et puis avec un ancrage durable, c'est-à-dire même si je ne refais pas tout de suite ou tous les jours ce que j'ai appris, en fait, le jour où j'aurai besoin de remobiliser mes compétences, elles vont revenir toutes seules. Ça, c'est les deux extrêmes de l'apprentissage. On commence par déclencher une envie d'apprendre, découvrir le sujet, se positionner par rapport au sujet. Je suis très débutant, je suis moyennement débutant, je commence à savoir un peu de choses, faire la phase d'acquisition, l'expérimentation, puis obtenir l'autonomie. Mais j'ai oublié quelque chose entre les deux. Et je vais vous demander de me proposer sur WooClap, pas sur WooClap parce que ça va être un petit peu long, de mettre dans les questions ce que j'ai oublié. J'ai oublié une étape, il me semble, là, dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui manque? Mettez-le moi dans les petites questions. Pratiquer, refaire, ouais. Évaluer, ouais. Acquisition, ouais. Merci Virginie. Compréhension, dit Frédéric. S'approprier, Jean-Louis. Comprendre, dit Virginie. Se tromper. Merci Jean-Marc. Se tromper. Se confronter, pratiquer, Séverine. La répétition, ouais. Alors, en fait, entre l'expérimentation et l'application, la mise en pratique, s'amuser, se faire plaisir. Oui, Isabelle, vous avez tout à fait raison. Il y a le perfectionnement. Ce que vous m'avez dit par la répétition, est-ce que Jean-Marc a bien donné, se tromper. Se perfectionner, c'est une fois qu'on a appris un mode d'emploi et qu'on le répète avec application, normalement, ça marche. En formation. Mais apprendre, c'est pas que le moment formel, c'est aussi mettre en pratique. Et quand on met en pratique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la salle de cours et qu'on retourne dans sa cuisine, le contexte n'est pas le même. Et c'est ce contexte personnel qui fait que la reproduction jusqu'à l'autonomie complète, eh bien la recontextualisation de ce qu'on a appris en théorie, en formation, ça passe par le perfectionnement, avec des erreurs, avec le feedback du formateur qui observe et qui dit, qui explique pourquoi c'était pas comme ça, ou pourquoi le résultat n'est pas excellent, ou pourquoi on a échoué, et avec les corrections. Et c'est cette partie-là qui est la plus difficile à faire à distance en formation. Autant c'est parfaitement facile et très naturel
en présence, autant c'est ça qui est très difficile à distance. Et un simple exercice ou une évaluation ne va pas suffire à obtenir ce perfectionnement. Donc en fait, il faut l'inclure dans ses activités, dans sa stratégie pédagogique, de faire en dehors du contexte encadré du moment d'apprentissage, du moment de formation, et de faire revenir la personne vers l'outil, la plateforme, la classe virtuelle, une fois qu'elle a mis en œuvre, pour que le formateur puisse à nouveau apporter son complément, apporter des réponses, commenter, faire un feedback. Alors une fois qu'on a dit ça, sous quelle forme peuvent avoir les activités pédagogiques à distance? En fait, on va passer de ça, qui est un formateur qui maîtrise le temps et les outils, avec tous les apprenants autour. Ça, c'est facile pour le formateur. Quand on se projette à distance et qu'on doit concevoir une activité pédagogique ou animer une activité pédagogique à distance, on se retrouve dans cette situation-là. C'est l'apprenant qui est maître du déroulement de son parcours de formation, à son rythme et avec sa propre pédagogie, parce qu'on a chacun sa stratégie d'apprentissage. Puis on lui a mis à disposition tout un tas d'outils, incluant éventuellement l'accès au formateur, du chat, quelques classes virtuelles, etc., des exercices d'apprentissage, des fiches outils, tout un tas de choses. Mais on va donc passer du cours à l'expérience apprenant. Et cette expérience apprenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité pédagogique pour l'apprenant? Je vais vous demander d'aller refaire un petit tour sur Booklab. Je vais vous remettre le lien pour que vous puissiez cliquer en direct dedans. Voilà. Dites-moi donc quel type d'activité pédagogique on peut faire à distance. Et je vais vous projeter ce que vous êtes en train de me dire. Lecture de doc, faire un jeu test, une carte mentale collaborative. Vous voyez, très intéressant. Il y a plein d'outils collaboratifs. MindMaster, par exemple, permet de faire des cartes mentales collaboratives. C'est intéressant. Regarder une vidéo, faire un jeu test, faire des quiz. Faire un Kahoot. Tout à fait. Je suis un grand fan de Kahoot. Je le suis un peu moins maintenant que c'est payant, mais il faut bien que les créateurs se rémunèrent. Faire des recherches, lire, faire des écrits, faire des retours, faire des débats. Oui, très intéressant, faire des débats. Répondre à des quiz, monter un atelier sur Moodle, ça peut être beaucoup de mise en situation, des classes virtuelles, ouais. Faire une pause instructive, oui. Intéressant comme formulation, merci. Faire des choses concrètes, participer à des forums, collaborer sur un projet, oui. Se filmer, excellente suggestion, c'est très bien parce que ça permet aussi de partager avec les autres facilement. C'est la meilleure mise en boîte, enfin je ne vais pas dire la meilleure, c'est la plus facile mise en boîte qu'on puisse avoir pour partager quelque chose. Des questionnements, un commentaire, un feedback, une expérience réussie ou partiellement réussie. Faire des fiches de lecture, de l'auto-évaluation, des quiz à distance, reformuler à sa façon. Super. Très bien. Merci pour toutes ces contributions. Moi, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Vous avez pratiquement, vous en avez même proposé plus. Je vous laisserai le support. Il y a deux petites choses, mais c'est certainement dans les forums ou dans la collaboration que vous avez mis. Moi, je vous rajouterais participer à des événements, c'est-à-dire ni être en classe, ni devant son écran. Et puis, il y a correction d'impair ou soutien d'impair. Ça, c'est intéressant. On apprend tous à des vitesses et à des niveaux différents. C'est un excellent exercice pour ancrer soi-même et aider les autres à comprendre, c'est de partager ce qu'on a compris, corriger ou apporter du soutien. D'autant plus à distance que le formateur n'est pas là H24. Et plus il y a de participants,
plus l'échange entre pairs avec un outil, comme un outil intermédiaire, est quelque chose d'intéressant. Je passe rapidement là-dessus, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une logique où on passe d'une formation jusqu'à un bouquet de services. Et que la formation devient un des éléments qui vient s'interconnecter avec son réseau personnel, un réseau d'experts qu'on pourrait se constituer, des réseaux sociaux, parce que suivre une formation, par exemple, qui est proposée par son entreprise ou sa structure, c'est bien, mais quelquefois, il faut pouvoir élargir ça aussi à d'autres activités qui sont très personnelles, d'autres réseaux que celui de la sphère dans laquelle on est à titre professionnel. Quelle place dans les activités on va donner aux formateurs dans les activités synchrones et asynchrones? Ça, on a vu la stratégie pédagogique à avoir dans les activités à distance, elle est d'anticiper l'erreur, à la fois de être capable de maintenir une présence à distance du formateur et d'anticiper les erreurs qu'on ne va pas pouvoir observer en temps réel chez les participants. Ça, c'est vraiment les deux éléments qu'on doit inclure dans sa stratégie. On a vu les formes d'activités pédagogiques qu'on pouvait avoir, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient synchrones ou asynchrones. Vous en avez donné la liste et puis je vous en ai proposé une nomenclature. Mais le formateur, quelle place il a dans ces activités synchrones et asynchrones? Dernière partie de notre petite conversation aujourd'hui. Là, en fait, il faut qu'il soit capable de mettre en place des relations à distance. On développera dans d'autres webinaires de façon plus détaillée avec quel outil, comment on fait, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le formateur, il se retrouve un petit peu à l'extérieur du système d'apprentissage qui devient personnel à chaque apprenant. On met à sa disposition à distance un certain nombre d'outils, d'activités, de supports, d'interactions possibles. C'est l'apprenant qui le fait à son rythme, même si on lui impose quelques contraintes calendaires. Donc ça démarre à peu près à cette date-là, que ça soit fini à peu près à cette date-là. Puis il y en a un ou deux rendez-vous à date ou heure fixe en salle. Il y a donc différents types, dit Frédéric, de tutorat. Le formateur, il peut avoir plusieurs casquettes et il peut même se dédoubler, c'est-à-dire qu'il peut déléguer des rôles de formateur, d'animateur, de tuteur, de coach, peu importe tous les rôles que vous lui donnez. Il peut demander à d'autres participants de le faire, à d'autres que lui, experts, des gens qui sont dédiés à l'animation de groupe à distance. Il n'est plus le personnage unique. Il peut être le personnage unique avec plusieurs casquettes, mais il peut aussi ne plus être le personnage unique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un don d'ubiquité et on peut aussi déléguer un certain nombre de choses. Là, ce qu'il faut juste essayer de maintenir, c'est une présence à distance. Et ça peut prendre plein de formes. Hein. Donc, voilà, l'apprenant, si on le laisse un peu tout seul, qu'on n'est pas proactif, qu'on n'anticipe pas ses difficultés, qu'on vient pas juste lui faire coucou de temps en temps comme ça, voilà, c'est ça qui est important de maintenir à distance. Donc, hop, je regarde ce qui nous reste. Ce que je vais vous demander, et je pense que ça va répondre à la question de Frédéric, quel rôle, puisque je vous dis qu'il pouvait en avoir plusieurs, quel rôle peut avoir le formateur à distance? Si vous avez déjà eu cette expérience, merci de la partager. Si vous n'avez pas eu cette expérience en tant que formateur, mais que vous l'avez eu en apprenant, merci de partager aussi ce qui vous a manqué et que vous auriez aimé avoir. Et puis si vous avez ni l'un ni l'autre, soyez imaginatifs. Et je vais vous partager votre contribution. Susciter l'intérêt, tout à fait. Concepteur de cours, tuteur, facilitateur, j'aime bien ce terme. Corriger les productions, éveiller le sens critique, accompagner, guider dans le déroulement, soutenir les efforts, c'est hyper important d'avoir du soutien.
rebooster, être un relais, être un coach. Alors, j'ai oublié de cocher une petite case sur VooClap qui aurait pu enlever les deux, les les on, les un. Ça aurait donné la carte mentale un peu plus lisible. C'est de ma faute, je suis désolé. La remédiation, très intéressant. Tuteur accompagnateur, maintenir la motivation, remotiver. Ouais. Très intéressant. Rassurer, féliciter. Initiateur de projet, déclencheur de réflexion. Super. Je pense qu'on y est. Merci pour vos contributions. Je vous ai fait un petit résumé de ça. Vous en avez dit plus. Il doit contribuer, les grandes catégories, il doit contribuer à motiver, faciliter l'apprentissage, puisqu'en fait, c'est l'apprenant qui fait l'effort, l'apprentissage. Il doit aider au perfectionnement et il doit conduire vers l'autonomie. Leur état, quels outils pour apporter ces soutiens? Alors là, ça peut être tout, le mail, l'appel téléphonique, WhatsApp, un chat sur une plateforme, un forum de discussion, des classes virtuelles où il est là, par exemple, de façon systématique tous les jours, pendant un quart d'heure, à certaines heures, où les gens viennent lui poser des questions. Ça peut être de l'asynchrone avec des outils intégrés à des plateformes, etc. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre des verbes, des actions, des rôles du formateur pour ces 4 grandes catégories. La motivation, l'apprentissage, le perfectionnement, et je suis très attaché à anticiper dans les activités ou proposer des activités qui vont me permettre d'observer, de corriger, de voir les difficultés, plutôt que de simples exercices corrigés par la machine qui va vous dire non, recommencer ou bravo, c'est réussi, mais sans vrai feedback humain. Et puis surtout, conduire à l'autonomie. Là, on est plus dans le coaching, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est en situation et qu'elle remet en pratique ce qu'elle a appris, eh bien, répondre à ces interrogations parce qu'il peut y avoir des blocages dus à des contextes qui n'ont pas été abordés en formation ou d'autres interrogations parce que l'information est un peu loin et il faut réaider à contextualiser et à appliquer. Donc voilà ce que doit faire le formateur. Ça paraît compliqué. En fait, on le fait tout à fait naturellement quand on est face à face. Et il va falloir l'anticiper, l'instrumenter et le planifier. C'est tout ça qui n'est pas très habituel. Mais avec le temps, on arrive à se sentir à l'aise avec ces activités-là. La principale difficulté, c'est qu'on n'est pas immédiatement en face des gens et qu'on passe souvent par l'intermédiaire d'outils. Voilà. C'était les petits points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On va se revoir la semaine prochaine. Il n'y a pas de travail intercession parce qu'on va démarrer un nouveau sujet. Et ça sera quelle stratégie pédagogique et quelles activités digitales à distance. Et là, je répondrai plus précisément aux questions des outils, etc. Et quels sont les effets attendus ou qu'on peut provoquer de la formation à distance. Voilà, c'est des sujets qu'on va voir la semaine prochaine. D'ici là, si vous aviez des questions globales ou précises sur les points qu'on a vus la semaine dernière ou cette semaine, vous avez mon email ici. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation et je laisse la parole à Sylvie. Voilà, donc comme précédemment, hein, vous avez donc la possibilité de nous poser aussi des questions via le service donc professionnalisation.
Vous avez également la possibilité de télécharger le support d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un petit nuage, voilà, vous avez sur la droite la possibilité donc de télécharger le support. Si vous avez, donc je vous remets également l'ensemble du programme pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, j'ai eu des demandes en cours de webinaire en disant j'ai pas pu m'inscrire, pouvez-vous m'envoyer le lien? Mais non, c'est notre outil qui le génère automatiquement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'êtes pas sûr d'être là. C'est le seul moyen d'avoir le replay et de pouvoir éventuellement nous rejoindre en cours de session. Voilà, merci à tous pour votre participation. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée à tous. Merci et bonne journée. Au revoir.